Bonjour, bonsoir, chers Congolaises et chers Congolais qui nous suivent de partout dans le monde. C'est Jean-Claude Kandé de CongoFlash.com. Cette fois-ci, nous sommes déplacés à Lebanon, à Ohio, pour rencontrer M. Edi Dishime Bangoudi, qui est président du parti Voix indépendante du peuple. Il est un leader politique de plus en plus populaire au Congo et nous allons nous entretenir avec lui sur l'actualité politique en RD Congo. Bonjour, bonsoir, M. Edi Dishime Bangoudi. Bonjour, M. Jean-Claude. Alors, l'actualité politique en RD Congo, c'est le dialogue. Vous avez publié une vidéo sur notre site et dans les autres médias. Vous êtes contre le dialogue. Pourquoi? Bon, avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier, M. Jean-Claude, d'avoir fait les déplacements de Charleroi jusqu'ici. Et je dis sincèrement merci à votre épouse et à votre bébé et les deux autres enfants d'avoir permis ces déplacements. Et je dis aussi merci à Congo Flash pour avoir permis cet entretien. Et parlons du dialogue. Ouais, vous avez raison. Notre opinion est claire. Nous sommes contre le dialogue. Mais nous ne sommes pas contre le dialogue simplement parce que nous voulons l'être. Nous avons étudié le cas et nous avons réalisé que le pays est en danger. En danger depuis longtemps. Nous avons vécu dans un système qui ne permet pas facilement le respect de la loi. Et ça, c'est depuis le président Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand nous vivons dans un système pareil, et que le respect de la loi est fondamental, le respect de n'importe quelle autre loi, soit-il, donc en parlant du respect, soit-il scientifique, technologique ou n'importe quoi, n'est pas respecté. Okay? Et c'est un danger parce que vous voyez que le pays, de plus en plus, s'engouffre dans la misère. Donc, le peuple vit dans la pauvreté. Il y a un manque de tout. Donc, électricité, eau potable. Il y a un manque de tout. Donc, c'est que les règles ne sont même pas suivies. Parce que au XXIe siècle, ce que nous manquons ne peuvent pas manquer à une population industrialisée. Alors, si rien n'est respecté, nous, en tant que politiciens, nous devons recourir au respect de la loi pour faire notre gérance. Alors, la Constitution dit que un président au Congo doit rester pendant 2 mandats, 2 termes. Et celui-ci est resté pendant 3. Mais 2 termes, selon la Constitution, parce que ça a été énacté en 2006. En suivant la loi, il doit nécessairement partir en 2016. Si on ouvre une porte quelconque, que la porte soit le dialogue, concertation, conférence nationale, débat entre étudiants, débat entre pousse-pousseurs, bata foula, n'importe quel débat pour chercher notre option, c'est un danger. Parce que là, on ouvre une porte dans une constitution qui est verrouillée. On donne de l'espace à vivre, de l'espace à respirer. Et c'est ça le danger. Donc nous ne sommes pas contre le dialogue parce que ça ne va pas aboutir à une solution probable. Nous sommes contre le dialogue parce que ça ouvre une porte au non-respect de la loi. Ok, donc c'est ça, c'est là la conséquence du non-respect de la loi. En fait, le dialogue ouvrirait la porte au non-respect de la loi, comme vous venez de le dire. Ouais. Alors, si jamais le pouvoir actuel se lance dans cette voie, que doit faire le peuple pour qu'on revienne au respect de la loi? Bon, premièrement, nous savons tous que le peuple congolais n'a pas de pouvoir. Le peuple n'est pas respecté. Okay, nous le savons, que nous avons combien de millions de Congolais en dehors du pays? Plusieurs millions. Ils ont fait des marches sur Paris, Bruxelles, États-Unis, partout. Et le pouvoir au Congo n'a même pas réagi. Parce que pour eux, ces bruits ne comptent pas. Okay? Dans les pays réellement démocratiques, quand la voix du peuple se lève, le gouvernement réagit. Parce qu'ils ont peur de cette voix. Okay? Au Congo, ils n'ont pas peur de la voix du peuple. Le peuple peut crier, beau crier chaque jour. Pour eux, ça ne va rien faire. Ils ont peur d'un soulèvement. C'est ça qui leur fait peur. Et on peut le prouver facilement. Parce que depuis combien de temps nous sommes en train de démontrer contre ce régime? Des années, ils n'ont jamais réagi. Et tout d'un coup, parce qu'il y a eu plusieurs voix qui disaient article 64, article 64. Le ministre là est parti dire faites attention, ne mentionnez pas cet article, sinon vous allez avoir des conséquences. C'est parce qu'ils ont peur de ce soulèvement. Et c'est ça le point.
Donc il faudrait un soulèvement populaire pour que la loi soit respectée au Congo, pour qu'on revienne au processus démocratique et qu'il y ait élection dans les délais constitutionnels. Non, mais c'est la politique actuelle au Congo où on parle seulement de termes et des thèmes. Okay. La politique est beaucoup plus complexe que ça. Okay. En parlant du dialogue d'ailleurs, je vais revenir sur ce point bientôt, hein, sur votre réponse. Mais ce que je remarquais, hein, c'est que entre nous Congolais, nous nous battons pour le thème. Hein, c'est-à-dire que moi, si je suis pro-dialogue et vous êtes contre-dialogue, si vous dites qu'il y aura dialogue, vous sortez dehors, vous buvez du champagne. Hein, vous vous réjouissez que nous avons gagné, il y aura dialogue. On ne voit pas, hein, c'est qu'on dit la grande image. Hein, on voit seulement le cas restreint, que j'ai gagné ma petite bataille d'aujourd'hui. Et pourtant notre peuple souffre depuis longtemps. Nous devons voir la grande bataille. La grande bataille, hein, quand on met tout sur la table, il y a plusieurs options, toujours. Okay? Il y a plusieurs options. Le dialogue est une option, okay? Mais une option qui casse la loi, okay? Qui donne une ouverture à la loi. Le soulèvement populaire aussi est une option. Mais c'est aussi une option qui ouvre une autre porte, qui n'est pas ouverte. Parce que le pouvoir actuel est légitime. Hein? Parce que c'est ça, hein? Quand un pays a un pouvoir, même s'il y avait eu fraude ou pas, nous pouvons dire que le pouvoir, c'est ça, hein? Le ministère actuel, le Parlement et tout, hein? Ils sont au Congo, à Kinshasa. Hein? Les autres ne sont pas là. Okay? Nous tous ne sommes pas là. Donc ils ont le pouvoir actuellement. Et dans la Constitution, nous ne pouvons rien faire aussi longtemps que ce pouvoir est considéré constitutionnel. Donc nous pouvons réagir qu'après ce délai constitutionnel. Okay? Alors si nous devons suivre la loi, on doit suivre la loi dans sa totalité. Okay? Alors qu'est-ce qu'on fait quand on parle de soulèvement populaire? Nous devons éduquer la population de leurs droits. Comment revendiquer leurs droits? Mais aussi revendiquer ces droits dans le respect légitime de la Constitution. Donc, en parlant de l'article 64, et j'ai pris un peu de temps et je m'en excuse aux populations congolaises, parlons de l'article 64 parce que c'est très important. Nous ne pouvons pas agir sans organisation, dans le désordre total et avant que le délai de constitution soit expiré. C'est-à-dire qu'il y a un mandat qui est encore en cours. Il y a un jour J qui vient. Le jour J plus 1, il faut qu'il y ait conséquence. Il faut qu'il y ait conséquence le jour J plus 1. Et cette conséquence doit être préparée intérieurement et extérieurement dès maintenant. Et c'est de ça que je parle. Alors, il y a soulèvement populaire. Si le pouvoir tombe, qui prendra le pouvoir? Mais c'est ça exactement. Quand on parle de soulèvement populaire, hein, c'est comme on dit, hein, c'est la dernière option. Parce que soulèvement populaire égale versement de sang. C'est la dernière option. Il y a plusieurs options à table, mais c'est la dernière option. La première option, c'est la voie légitime, c'est-à-dire les élections. Parce que cette voie légitime est sûre d'aboutir, hein, quand même. Hein, parce qu'on sait que dans le passé, il y avait fraude, il y avait tricherie et tout, mais c'est quand même la voie légitime qui est écrite dans notre Constitution. Et c'est ça qu'il faut suivre dans les règles de la loi. Le soulèvement populaire emmène à quoi? Emmène au désordre, qui est peut-être pire qu'avant. Okay? Parce que ce pouvoir actuellement est entouré, hein, de personnes, d'autres connues, d'autres qui ne sont pas connues, mais qui sont peut-être plus dangereuses. Hein? Alors, s'il y a soulèvement populaire et qu'il y a succession normale, ça va revenir à qui? Au président du Sénat. Mais si le soulèvement populaire est tellement prononcé et que le sénateur Ken Wadondo prend l'avion et s'enfuit, qu'est-ce qui va arriver au Congo? Qui prendra le pouvoir? Le général Didier Toumba ou le général Kanyama. Je ne sais pas. Mais vous voyez, là, maintenant, vous revenez sur deux options, hein, qui ne sont même pas vérifiées. Hein. J'ai senti que vous avez cité deux généraux, donc vous revenez à l'armée. Mais l'armée congolaise, en ce moment précis, est contrôlée par plusieurs entités. Donc il y a un risque, il y a un grand risque. Donc nous devons penser à ça dès maintenant. Mais bon, nous ne sommes pas contre, hein, cette option. Parce que c'est une option qui est prescrite dans notre Constitution. Donc nous devons toujours ouvrir cette porte. Hein. Mais en tant que parti légal au Congo, on ne peut pas prôner le soulèvement populaire. On ne peut pas le faire.
Hein, parce qu'un un soulèvement populaire amène toujours des inconnus, des points inconnus. Okay? Donc il faut toujours une voix légitime qui est secondée par la pression. Et la pression, hein, soit-elle interne ou externe, est une pression qui aboutit toujours au soulèvement populaire. Donc c'est de ça que je parle. Ok, alors, quelle pression le gouvernement doit-il subir aujourd'hui de la part des Congolais pour qu'ils respectent la Constitution et organisent les élections? Bon, comme j'avais dit avant, hein, que ce gouvernement ne respecte pas le peuple congolais. Et nous le savons. Donc si même le peuple congolais se met à s'engager, à faire des réunions, des manifestations, des rassemblements, ils ne vont rien faire. Mais si l'objectif est connu par ce gouvernement, que cet objectif est le soulèvement populaire, là ils vont commencer à réagir. Okay? Donc nous en tant que parti politique, ce que nous demandons aux gens, c'est de connaître leurs droits, de s'organiser et de penser, hein, au futur. Donc on ne peut rien faire du point de vue stratégique ou tactique, hein, pour un soulèvement populaire. Ça, ce n'est pas notre mission. Okay? Mais nous devons penser à éduquer la population, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Hein, qui connaissent leurs droits, qui connaissent ce qui est écrit dans la Constitution, qui connaissent les règles de la Constitution. Et d'ailleurs, je pense que ça réussit. Parce que depuis combien de temps tu as entendu parler de l'article 64, hein, dans le passé? Ça ne se faisait pas souvent. Mais aujourd'hui, même si tu vas à Ndjangu, tu vas à Goma, Bukavu, tu dis article 64, les gens disent ah, Bazela, Tozoya. Parce qu'ils ont été éduqués à comprendre leurs droits. Parle de l'article 117. Ils ne connaissent pas ça. L'article 23. Parce que l'éducation n'a pas été là. Hein? Mais on va en parler de plus en plus pour qu'ils connaissent comment réagir. Donc, il faudrait élection, que la population fasse pression pour qu'il y ait élection et lancer un message clair au pouvoir que s'il n'y a pas élection, après le mandat de M. Kabila, il y aura un soulèvement populaire pour que le pouvoir prenne la population au sérieux, si j'ai bien compris. Non, moi je vais l'expliquer autrement. Hein. Je veux revenir sur ce point, c'est un exemple. Mais quand un enfant veut toucher au feu, on le laisse faire. On ne s'assoit pas à côté de lui, on lui dit comment ça va brûler. On va lui dire que voilà, ce aussi moto, keba, les bogrosika, makolorosika. Non, tu lui as dit que non, ne touche pas, ça va faire mal. Et il veut toucher. Qu'est-ce que vous dites en tant que parent? Simbo Rosika. Et c'est ce que nous disons en Kabila. Hein? Qu'il continue, hein, sur cette lancée, qu'il arrive à la fin de son mandat et qu'il ne parte pas. Hein? Moto, qu'on le laisse faire. Qu'on le laisse faire. Mais on n'a pas à l'aider, hein, à lui donner des options. C'est comme si tu aidais cet enfant qui veut toucher au feu. Tu dis, ah, moi, bon, j'ai peur que tu touches au feu. Hein. Bon, attends, je te donne une chaise, hein, comme ça tu peux regarder ça de loin. On va en discuter, on va dialoguer, moi et toi. Hein, on va parler de ce feu qui va te brûler. Alors dialoguons. Non, on ne peut pas faire ça. On doit être ferme, hein, comme avec un enfant. On doit être ferme, on dit voilà, vous avez un pouvoir actuel et votre pouvoir a échoué. Nous le savons. Après 15 ans, le pays est dans le désordre total. Vous n'avez même pas l'argent, hein, le budget pour avoir des élections normales. Vous le savez, parce que vous avez dit ça ouvertement à la télé, en tant que président de la République. Vous êtes parti devant le peuple et vous avez prononcé ces mots, que nous n'avons pas assez d'argent dans la caisse pour avoir des élections normales. Donc c'est que vous avez échoué. Si vous avez échoué, qu'est-ce qu'on fait en tant que gouvernement dans un pays normal? Vous démissionnez, s'il le faut. Ce sera alors une transition sans Kabila pour aboutir aux élections. Non, quand on parle de transition, ça c'est aussi une autre option. Comme je dis, il y a beaucoup d'options sur la table. La transition n'est pas quelque chose qui est prôné, hein, ouvertement dans la Constitution. Nous revenons sur les règles de la loi. La transition est quelque chose qui arrive si le gouvernement actuel quitte le pouvoir d'une façon quelconque. Okay? C'est prescrit dans la Constitution qu'il doit y avoir une transition légale entre un régime et le suivant. Mais nous disons qu'après le 19 décembre 2016, ce gouvernement sera plus légitime. Okay? Donc il doit y avoir une conséquence quelconque. Et cette conséquence va aboutir au fait que Kabila va partir. Et s'il partait, là c'est une nouvelle, moi je dirais une nouvelle situation pour les Congolais. Parce qu'on n'a pas prescrit, hein, ce qu'il faut faire en cas
de cette situation dans la Constitution. Ce n'est pas prescrit. Il n'y a pas de cas clair. Si le président démissionnait au Congo, dans un cas de soulèvement populaire, ce n'est pas prescrit. Ce n'est pas le pouvoir du Sénat qui prendrait le pouvoir. Non, mais ils n'ont pas dit qu'en cas de soulèvement populaire, voici c'est lui qui va prendre le pouvoir. Ce n'est pas écrit dans la Constitution. C'est écrit que si le président, dans un cas quelconque, perdait son pouvoir, c'est le président du Sénat qui va prendre le pouvoir. Mais quand il y a soulèvement populaire, la plupart de ces gens vont partir. Ils vont quitter, ils vont fuir, comme ils l'ont fait avant. M. Kengouadon a quitté le Congo quand il y avait soulèvement populaire avec nous. Il est parti, il était parti. Donc le même cas va revenir. Et s'il partait, qu'est-ce qui va arriver? Vous voyez, depuis qu'on a commencé à causer, nous sommes arrivés à plusieurs points ambigus. C'est-à-dire qu'on n'a pas une conclusion concrète, à part que quand on revient dans la loi, les règles à suivre. Donc, si on suit les règles qui sont prescrites aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le président va passer à une transition normale s'il y a élection. C'est ça qui est prescrit. Le président doit servir 2 termes et partir. C'est ça qui est prescrit. Okay. Le président doit permettre, à article 23, à la liberté d'expression. C'est ce qui est prescrit. 25, il doit permettre le rassemblement. C'est ce qui est prescrit. Donc nous revenons toujours à la loi. Et s'il suit la loi, il va partir calmement et il va garder sa dignité. Alors, vous avez parlé de l'article 23 et de l'article 25. Vous êtes devenu un leader politique de plus en plus populaire au Congo. Les gens parlent de vous au Congo, même dans les médias à l'étranger. Alors, nous avons reçu certaines informations comme quoi certains membres de votre parti sont arrêtés, menacés au Congo. Alors, que pensez-vous de la situation et quel message avez-vous à adresser à ces membres qui sont harcelés par le service de sécurité et puis au pouvoir, au service de sécurité qui leur font subir un tel traitement? Bon, le message est clair, c'est que nous allons souffrir pendant un certain temps avant d'être dans la paix, parce que nous sommes en train de subir un régime qui n'est pas vraiment conforme à la loi. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Okay? Nos membres qui subissent des problèmes au Congo, ces problèmes souvent viennent de l'ANER, okay? Le service des renseignements. Comment voulez-vous qu'un service de renseignement se prenne à un parti politique légal? Ça explique d'ailleurs le désordre, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas beaucoup de solutions. Parce qu'aussi longtemps que ces gens sont au pouvoir, ils feront ce qu'ils veulent. Parce qu'ils s'en foutent de la Constitution. L'article 23 dit que les Congolais ont le droit de s'exprimer. Et ils savent ça. Okay? L'article 25 dit que non, nous avons le droit de se rassembler aussi longtemps qu'on a les papiers qu'il faut. C'est écrit. Mais pour eux, ils prennent cette loi et mettent en dessous de la table. Donc nous, ce que nous sommes en train de demander à nos cadres, c'est de persévérer. De persévérer. Et nous allons arriver à un autre jour qui sera beaucoup plus calme et paisible bientôt. Alors, ces membres qui sont, votre parti, avec ces membres qui sont menacés, est-ce que c'est parce que vous faites peur au pouvoir actuel, vous faites peur à M. Kabila ou quoi? Kabila n'a pas peur de moi, parce qu'il n'a pas peur des Congolais. Il n'a pas peur de moi. Moi, je suis Congolais. Il s'en fout de moi. Okay? Mais il a peur de ce que je suis en train de dire. Okay? Il a peur de ce que moi je suis en train de prôner. Kabila a peur d'un changement de système. Okay? C'est ça qui leur fait peur. Quand vous avez gouverné pendant longtemps, pendant 15 ans, dans un système qui est nul, okay? Vous avez peur de la suite. Okay? Vous avez peur d'être peut-être persécuté après. Vous avez peur peut-être de perdre le pouvoir et de se retrouver devant la loi. Vous avez peur de beaucoup de choses, beaucoup d'inconnus. Et c'est ça qui leur fait peur. Ils veulent savoir où placer leur patte. Exactement, mais ils ne savent pas ça. Okay? Alors ce qui arrive, c'est quoi? C'est qu'ils ont une peur de l'inconnu, ils ont une peur du changement de système. Okay? Les gens qui sont autour d'eux, la plupart d'entre eux, même les candidats politiques, sont des gens qui connaissent bien. Ils connaissent bien, ils ont travaillé avec eux. Je peux citer des noms. On va parler de noms spécifiquement. M. Kabila connaît très bien. M. Kabila. Il connaît très bien M. Kyung.
Il connaît M. Katumbi comme son frère. Il connaît M. Kamer comme un cousin. Alors vous croyez qu'il aura peur de ces gens qu'il connaît? Non. Il a peur de l'inconnu. Ok. Alors, vous parlez souvent, vous faites la différence entre le pouvoir politique qui appartient au peuple, parce que c'est le peuple qui vote, et le pouvoir économique qui appartient aux Occidentaux. Parce que des fois, les Congolais ont du mal à faire cette différence. Des fois, ils disent que le pouvoir au Congo, le pouvoir politique, s'obtient de l'étranger. Alors, comment expliquer, comment pouvez-vous clarifier ces deux notions aux Congolais et comment pouvons-nous concilier les deux pour que cela profite au Congo? Ça, c'est un point très important, très important. En parlant du pouvoir en général, le pouvoir politique, comme je l'ai souvent dit, revient au peuple congolais. Hein? Le Congolais, c'est celui qui vote. Et quand vous votez, c'est votre pouvoir, ça vous revient. Et ils le savent, hein, donc le pouvoir actuel le sait. C'est pourquoi ils freinent par tous les moyens, hein, le vote des Congolais. Hein, donc les nouveaux majeurs sont négligés, hein, les bulletins de vote sont retrouvés dans les camps de réfugiés. Hein, il y a une nouvelle que il y a des réfugiés burundais, rwandais qui ont des cartes de lecteurs congolais. Donc c'est que le processus, hein, du pouvoir politique est considéré même par ces gouvernements. Le pouvoir politique revient aux Congolais. Ce sont les Congolais qui décident de leur futur, politiquement parlant. Okay? Même s'il y a manipulation. Il y a manipulation étrangère. Nous le savons. Parce que le Congolais comme tel n'a pas d'argent, en ce moment précis. Hein? Le pouvoir d'achat est tellement bas. Donc le Congolais n'a pas d'argent pour dépenser, pour soutenir un candidat politique. Alors qui soutient les candidats politiques? Ce sont souvent les étrangers. Et quand quelqu'un te soutient, parfois il y a un contrôle. Il faut savoir résister à ce contrôle. Okay? Et la plupart des politiciens congolais ne savent pas comment résister. Ils sont malmenés par les étrangers. Et c'est de ça qu'on parle. Hein? Donc le Congolais comme tel en général a le pouvoir politique. Mais le pouvoir économique, il n'en a pas. L'argent comme tel, il n'en a pas. C'est l'étranger qui a l'argent. Alors c'est l'étranger qui domine au Congo. Du point de vue contrat, du point de vue manipulation politique. Hein? Même aujourd'hui, on le sent. Hein? Le président Kabila s'est placé devant les Congolais, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas d'argent. Il a regardé vers l'étranger. Oh, venez vers nous pour nous aider. Donc c'est dire quoi? J'ai gouverné pendant 15 ans, je suis arrivé au bout du souffle. Ah, je regarde vers les étrangers, je vais demander de l'aide. Alors ces étrangers vont venir sans rien demander? Bien sûr qu'ils vont demander quelque chose. Tu as besoin de combien? 700 millions. Ok, on va te donner 700 millions, mais voici ce que nous voulons. Et il est temps, hein, pour nous Congolais, de prendre conscience de ça. Que le pouvoir politique est très fort, aussi longtemps que vous avez le pouvoir économique. Et les gouvernements avant ça, ont fait exprès de garder le pouvoir économique très bas. Parce qu'ils savent très bien que si le Congolais a un pouvoir économique, c'est fini pour eux. Hein, c'est pourquoi ils nous baignent avec de l'alcool, hein, de la boisson alcoolique et du domolo. C'est ça. Et alors, puisque le pouvoir économique appartient à ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire pour ceux qui du Congo aux Occidentaux, quels sont les rapports que vous avez avec les Occidentaux et en fait, comment vous n'allez pas vous laisser contrôler par eux une fois que vous êtes à la tête du pays? Les Occidentaux ne sont pas mauvais. Okay? En général, il y en a partout, il y a des gens mauvais, des gens qui sont bons. Les Occidentaux ne sont pas mauvais. Mais ils jouent notre jeu. Ils ont joué notre jeu depuis l'indépendance. Hein? C'est-à-dire que nous, on dit, voilà, venez à notre aide. Mais mon pays est riche. Je vais vous donner ça, je vais vous donner ça, je vais vous donner ça. Qui va refuser? Hein? Qui refuse du diamant? Qui refuse du coltan? Ils ouvrent la porte à des négociations pareilles. Et parfois, ces Occidentaux n'ont pas besoin de ces genres de rapports. Hein? Moi, je vais vous donner un exemple qui est personnel. Moi, j'ai des relations avec plusieurs universités, par exemple, ici aux États-Unis. Et ce qu'ils demandent, c'est quelque chose de rare. Ils demandent une coopération académique avec le Congo. Donc, ils ne demandent pas de l'argent. Ils demandent une coopération éducationnelle. Or, nous allons installer ceci pour que les Congolais apprennent, hein, la technologie américaine. D'autres universités pareilles ont un facteur
un facteur social dans leur plan d'action. Ils veulent aider les pays qui sont moins développés. Mais nous, quand on vient ici, nos politiciens, ils ne vont pas vers ces universités qui veulent aider, ils vont vers les politiciens qui ont peut-être de mauvaises intentions. Un politicien qui a assez de pouvoir ici aux États-Unis, mais qui dit, voilà, moi je vais vous aider, mais je tiens à ce que vous me donnez cette mine d'or vers Chicago. Et c'est ce qui arrive souvent. Des contrats bidons, des contrats qui ne sont pas bien cadrés. Et c'est ce qui arrive au Congolais. Et à la fin, ces mêmes politiciens blâment les étrangers. Ok, donc ils ne sont pas mauvais, mais c'est nous le problème. C'est nous qui ne savons pas négocier, c'est nous qui nous vendons aux Occidentaux. Pas nous, le Congolais, mais notre leadership. Ouais, notre leadership. Vous l'avez très bien dit. Ah, ça, j'ai beaucoup aimé comme vous l'avez souligné à la fin. Le problème est au leadership congolais. Ça leur revient, ce problème. On va prendre l'exemple des Chinois. Avant, on disait que non, ce sont les Américains qui sont mauvais, les Français, les Belges. On va signer des contrats avec les Chinois. Ça, c'est nouveau. Contrat chinois, c'est nouveau, n'est-ce pas? Même problème. Les routes sont toujours délabrées. Les Chinois font sortir des minéraux qu'on ne connaît pas. Ils s'en vont vers la Chine. Et on dit, bon, peut-être pas les Chinois, on va aller vers les Indiens. Au putain de cinquantenaire, les Indiens. Ils arrivent, ils commencent à gifler nos ministres. Ok? Oh bon, peut-être que non, c'est pas un problème occidental, c'est un problème oriental. On a fait venir les Libanais au Congo. Qu'est-ce qui est arrivé aux Libanais? Ils ont pris possession, n'est-ce pas? Ils ont pris leur chaise, ils se sont mis, ils ont dit voilà, maintenant si vous bougez, je vous gifle. Ce n'est pas la faute libanais, ce n'est pas la faute chinois, ce n'est pas la faute des Occidentaux. C'est comme on dit en mathématiques, il y a un dénominateur commun. Le Congolais. Le leadership congolais. Leadership congolais. Ok. Alors, vous avez beaucoup insisté sur la loi. En fait, pour ceux qui nous suivent, que représente la loi pour une nation? Bon, comme aime dire un de mes conseillers consultatifs, que la loi élève une nation. La loi élève une nation. Okay. Il y a un fondement. Et c'est de ça qu'on parlait il y a quelques minutes. Il doit y avoir une fondation sur laquelle vous placez votre pays. Okay. S'il n'y a pas de fondation, c'est comme si vous construisez une maison dans le sable mouvant. Alors, que pouvons-nous faire au Congo pour que la loi nous élève? Nous avons des lois que nous ne respectons pas. Alors, comment pouvons-nous faire pour que le Congolais commence à respecter la loi et que le Congo s'élève? La situation est tellement simple. Tellement simple. Mais ça demande un changement de système, un changement de leadership. Parce que vous pouvez bien faire des séminaires, des cours, vous donner des émissions à la télé pour que les gens comprennent la loi. Ils ne vont jamais respecter cette loi si leur leadership ne respecte pas la loi. Okay? Donc, dans une maison, quand les parents volent, c'est que les enfants seront aussi de voleurs. Okay? Et au Congo, le leadership, grand voleur. Ce sont les grands voleurs. Non, ce n'est pas vraiment un secret qu'un Congolais au leadership est un voleur connu. La plupart d'entre eux. Ils entrent avec une maison, ils ressortent avec 200 maisons. Ça, c'est connu. M. Kabila lui-même, il faut seulement voir comment il a amassé de l'argent depuis qu'il est là au pouvoir. On va parler d'autres politiciens qui ont fait des campagnes, des grandes campagnes au pays, politiques. Ils sont venus avec combien d'argent? Et maintenant, ils en ont 100 fois plus. Et c'est pourquoi ils gagnent. Parce que quand ils viennent au pouvoir, ils volent. Il n'y a plus le terme moi, je ne veux pas chercher d'autres termes. Je ne veux pas affaiblir ces termes en disant que non, ils font des copes et tout. Non, ils volent. Donc, ils entrent au pouvoir, ils commencent à voler. Et quand ils volent, ils utilisent cet argent pour corrompre le peuple, pour voter pour eux. Et ils restent au pouvoir pendant longtemps. Et ce sont les mêmes figures qu'on voit. On peut citer les noms, ce sont les mêmes figures qu'on connaît. Moi, depuis que je suis né au Congo, je pense que ce sont les mêmes figures que je connais dans le cercle restreint de la politique au Congo. Alors, les Congolais qui nous suivent vont se demander, est-ce que vous n'allez pas faire comme eux, une fois au pouvoir? Vous n'allez pas voler, vous n'allez pas sortir avec 100 maisons, avec 1000 villas. Vous avez déjà vu un voleur décrire un voleur? Non, c'est rare de voir un voleur dire que voilà, cet homme-là va voler demain à 18 h. Il va à la police, il entre dans la police, il dit voilà, police,
Demain, il y aura vol. Hein, à 17h, banque telle, telle. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'avoir des questions. Il a peur d'être interrogé par la police. Lui, il se cache dans l'ombre. Ok? Et notre génération ne veut plus ça. Ok? Tous ces leaders politiques dont je parle, ils passent à la télé chaque jour. Ils n'ont jamais décrié le vol au Congo. Jamais. Mais vous les faites parce que vous êtes différent d'eux. Bien sûr. Et voilà pourquoi ils ont peur de vous. Et voilà pourquoi ils arrêtent et ils menacent Bien sûr. les membres de votre parti. Exactement. Ok. Exactement. C'était un plaisir de vous recevoir, M. Edith Tshimbamoudi, président de Voix indépendante du peuple. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous pouvez adresser un message aux Congolais qui nous suivent. En parlant de... Merci beaucoup encore une fois, M. Jean-Claude.